Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre le programme de TCF, la télévision nationale, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue dans notre grande édition de ce soir. Au sommaire, un dernier hommage a été rendu le 24 septembre dernier aux 5 casques bleus de l'unité de police constituée du Congo décédés le 16 septembre dans un accident près de la ville de Damara. Vous aurez plus de précisions dans cette édition avec la presse MINUSCA. Et puis un atelier de réflexion a eu lieu hier sur le thème « Le traumatisme et les blessures intérieures, un danger au développement et à la croissance de la jeunesse » organisé conjointement par le groupe Wafaka et le ministère de la Santé. Juno Maliavo et Mathie Terence de l'Auvergne, nous ferons le point dans cette édition. Et enfin, la population de la commune de Bakou, située dans la commune de Congo, a réceptionné donc le week-end dernier la clé de la maternité construite par l'entreprise Dauphin Royal en partenariat avec le département de la santé et de la population. Les détails dans cette édition avec notre envoyé spécial Bernie Lacoué depuis Congo. Mesdames et messieurs, passons maintenant aux détails de toutes ces nouvelles. Le ministère, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, Annie-Michel Mwanga, s'est entretenue ce vendredi en son cabinet avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, M. Mohamed Ag Yahoya. Les deux personnalités ont échangé sur la formation des jeunes dans plusieurs domaines. Le point avec Eudice Pengoyan et Rodrigue Feitem. Toujours avec grand plaisir que nous venons rencontrer Madame la ministre, avec laquelle, comme vous savez, le système des Nations Unies en République centrafricaine a beaucoup d'intérêts communs. Nous avons donc discuté ce matin essentiellement de l'importance justement qui revêt pour elle le capital humain, notamment la formation des jeunes ici en République centrafricaine dans plusieurs domaines. Et donc là justement nous avons abordé avec elle un certain nombre de projets sur lesquels justement la ministre est déjà en train de travailler et sur lesquels il y a un potentiel en tout cas énorme d'avoir une collaboration avec le système des Nations Unies. Comme vous voyez, je suis accompagné de plusieurs chefs d'agence du système des Nations Unies. Et nous avons contribué à apporter notre contribution à son excellence Madame la ministre, en tout cas dans ces projets qui sont pour nous des projets aussi importants, et notamment dans la mise en œuvre du Plan national de développement, suite à la table ronde qui a été organisée récemment à Casablanca. Nous avons le PAMICI, le HCR, le PNUD, et justement une des questions aussi sur laquelle la ministre a beaucoup insisté, c'est le fait que les cantines scolaires, bien qu'elles soient mises en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, représentent une partie importante aussi donc, de tout ce qui est protection sociale. Et ça, effectivement, le PAM est très engagé sur cette question. Et bien sûr, avec le leadership très fort et de son excellence, M. le Président de la République lui-même. D'ailleurs, le PAM a eu des rencontres à Casablanca avec son excellence, M. le Président, sur cette question. Et ensuite, le PAM était au Brésil avec le ministre de l'Éducation nationale. Tout ça pour dire que c'est une question qui est vraiment au centre des intérêts, donc à la fois du gouvernement, de la ministre, mais aussi au centre des intérêts de la Nations Unies. Madame, et je suis très content de vous voir. Il faut que... Le 24 septembre dernier s'est tenue une cérémonie officielle à Bambaré en hommage aux 5 casques bleus congolais de la MINUSCA décédés le 16 septembre dans un accident près de la ville de Damara. La cérémonie a rassemblé une délégation venue de Bangui, dont la chef de la MINUSCA, Valentine Lugwabiza, ainsi que des responsables de la police, de la gendarmerie et le préfet de la Ouaka. Plus de précisions avec la presse MINUSCA. Une cérémonie officielle s'est tenue le 24 septembre 2025 à Bambari, en hommage aux 5 casques bleus de l'unité de police constituée de la République du Congo de la MINUSCA, FPU, décédés le 16 septembre 2025 dans un accident survenu à 35 km de Damara, dans l'Ombela.
Cette cérémonie s'est tenue en présence d'une délégation venue de Bangui, comprenant la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, le commandant adjoint de la force MINUSCA, le chef de la police de la mission, des directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationale, les représentants de l'ambassade de la République du Congo, ainsi que le préfet de la Ouaka. La disparition de nos collègues nous rappelle les circonstances et les conditions difficiles de l'environnement dans lequel nous opérons. Aux côtés des Centrafricains, je veux ici vous dire que malgré ces difficultés, l'engagement de la MINUSCA reste absolument infaillible. Leur contribution ne sera jamais oubliée, elle sera honorée, mais leur contribution reste une source d'inspiration pour vous tous. Le préfet de la Ouaka, également profondément touché, a salué la mémoire de ces soldats et a tenu à rappeler l'importance de leur mission dans la région, notamment à Bambari. Nous saluons à sa juste valeur le travail qui est abattu par nos frères du Congo, particulièrement dans la ville de Bambari. Il y avait un individu qui s'en prenait aux sentinelles, aux veilleurs de boutiques, de magasins. Chaque jour, on dénombrait des décès. Et lorsque la mission FPI Congo a réussi à mettre la main sur cet individu, depuis lors, la ville est sécurisée. Il y a la paix, la circulation est devenue normale, la mobilité des biens et des personnes est devenue normale. Donc, ce qui est arrivé est vraiment touchant. Le 11e contingent de l'unité de police constituée congolaise de la MINUSCA est arrivé à Bangui le 5 juillet 2025 avant d'être déployé à Bambari le 7 juillet de cette même année. Le 16 septembre 2025, alors qu'il rentrait d'une mission logistique de Bangui, le véhicule blindé dans lequel voyageaient 7 casques bleus est de cette même année. Le 16 septembre 2025, alors qu'il rentrait d'une mission logistique de Bangui, le véhicule blindé dans lequel voyageaient 7 casques bleus est de cette même année. Le 16 septembre 2025, alors qu'il rentrait d'une mission logistique de Bangui, le véhicule blindé dans lequel de cette même année. Le 16 septembre 2025, alors qu'il rentrait d'une mission logistique de Bangui, le véhicule blindé dans lequel de cette même année. Le 16 septembre 2025, alors qu'il rentrait d'une mission logistique de Bangui, le véhicule blindé dans lequel voyageaient 7 casques bleus est L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est la grande célébration pour remercier le Seigneur, pour lui dire combien nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre nation jusqu'ici et lui recommander la rentrée scolaire, lui recommander le processus électoral, lui recommander la paix sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et c'est à cette occasion que nous avons clôturé la semaine de la paix qui a démarré depuis le 20 septembre 2025. La table ronde qui a réuni la société civile, nos forces de défense et de sécurité et aussi la partie religieuse, nous avons débattu de plusieurs défis qui empêchent les femmes de participer activement et de manière efficiente à la consolidation de la paix dans notre nation. Et parmi ces défis, nous avons indexé le harcèlement au milieu de nos forces de défense et de sécurité envers les femmes. Nous avons aussi indexé le manque de politique de genre pour encadrer le travail des femmes. Et nous avons donc fait des recommandations pour qu'une politique de genre pour toutes nos forces soit mise en place afin que les femmes qui sont aujourd'hui nombreuses dans nos rangs puissent donner le meilleur d'elles pour qu'ensemble nous puissions consolider la paix retrouvée dans notre nation. Et puis le lancement officiel du projet 2C d'outils du Programme des Nations Unies pour le développement, en sigle PNUD,
a eu lieu ce vendredi à l'hôtel Kitika à Bangui. Précisons que la cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant pays de Coheb en présence des partenaires et d'autres personnalités conviées pour la circonstance. Virginie Balezou, Justin Kakodamba pour plus de précisions. L'objectif de ce projet consiste à faire bénéficier les ex-combattants, sexes confondus, dans 3 provinces de la République centrafricaine pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire, pour la consolidation de la paix. L'objectif du projet de façon globale, comme je l'ai dit, c'est, n'est-ce pas, d'appuyer la réinsertion socio-économique des ex-combattants dans leur communauté. Alors, comme vous l'avez vu dans les présentations tout à l'heure, la première composante, c'était une composante qui, n'est-ce pas, visait l'accompagnement psychosocial, n'est-ce pas, l'appui à la réintégration, n'est-ce pas, psychologique et tout ce qui va avec un paquet vraiment qui était axé non seulement sur les ex-combattants, mais également les membres de la communauté. La deuxième composante du projet, c'est d'outils. Ça sera spécialement et spécifiquement, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre aux ex-combattants d'être, n'est-ce pas, d'avoir des opportunités économiques dans le but, n'est-ce pas, de se relancer, n'est-ce pas, leur vie. Dire que quels sont les indicateurs, je peux déjà vous dire que voilà, il y aura l'appui au groupement, les groupements d'initiatives économiques qui seront créés, qui sont déjà identifiés, qui ont déjà été pré-identifiés. Donc l'objectif maintenant pour nous, ça sera de les accompagner. Et comme on l'avait dit, comme nous l'avons dit dans la présentation tout à l'heure, l'idée c'est, n'est-ce pas, de minimiser tout ce qui est appui individuel. On veut mettre des personnes ensemble, de sorte que ces initiatives puissent leur permettre à long terme d'avoir accès à ce que nous avons appelé des crédits au niveau des banques, des crédits au niveau peut-être des coopératives. Il est à noter que ce projet sera exécuté pendant une période de 7 mois. Sachez également qu'une mission a été effectuée le week-end dernier dans la commune de Bakou à Kongbo pour une cérémonie de remise de clés de maternité construite par l'entreprise Dauphin Royal en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population. Plus de précisions avec notre envoyé spécial Benelakwe depuis Kongbo. Kongbo, une commune de la Basse-Koto, éloignée de la capitale à moins de 545 km, est un centre d'accueil alimentant Bangui dans toute sa dimension à travers la houe, le filet, la flèche et la lance, moyen auquel les habitants utilisent pour s'auto-prise en charge, a désormais une maternité malgré sa faible fréquentation causée par la dégradation des routes. Grande a été notre satisfaction parce qu'en marge de ça, il y a la population Dauphin Royal a bien voulu secourir parce que vous voyez le gouvernement joue sur 2 tableaux, notamment la santé et l'éducation, qui sont les fers de lance du programme du gouvernement. Nous ne pouvons que lui adresser une note de satisfaction. C'est un travail très bien fait, c'est un travail de qualité, c'est ce que nous voudrons. Plusieurs fois, des marchés sont octroyés à des partenaires extérieurs qui ne réalisent pas à notre goût. Mais cette fois-ci, un fils du pays a réalisé un travail en 100% dans le délai et un travail bien fait qui mérite vraiment beaucoup d'encouragement. Du point de vue humanitaire, l'entreprise Dauphin Royal, après qu'elle ait terminé sa mission que lui a confiée le gouvernement centrafricain par l'entremise du ministère de la Santé et de la Population pour la construction d'une maternité dans cette localité, vole au secours de la population. Dauphin Royal a été adjudicateur, donc on a gagné pour construire la maternité à Kongbo. Au premier passage, on est passé, on a vu, on a fait les installations et puis on est reparti. Au deuxième passage, on est venu maintenant attaquer la construction. Mais de notre passage ici, on a vu comment ça se passe, comment la vie sociale, les enfants vont au champ, au retour avec leur maman, avec les fagots, les brindilles de trucs sur la tête. Ça nous a écœuré. Le don s'est situé à 2 niveaux. Au niveau de l'hôpital même d'abord, où on avait ce budget, le marché, et c'est fini. Il a préféré construire un hangar qui permettra à ceux qui accompagnent les malades de faire un peu la cuisine, de rester là, au lieu d'aller disposer les malades dans les salles. Il a fait un don de groupe électrogène, 6 kVA et demi, à l'hôpital. Derrière la maternité, c'était ouvert, donc les gens pouvaient venir, les bêtes pouvaient venir se frotter
à la maison, puis on est au village. Et c'est comme ça qu'avec les tôles qu'on avait, il a essayé de faire une clôture derrière la maternité même. Hein, une petite clôture derrière la maternité pour protéger ce édifice. Mais il reste la partie du devant qui n'est pas prise dans le coup. Ce don s'élève à hauteur de 27 millions. Et ce Roger Tungo, c'est un Centrafricain. Il fait aussi le social et n'empêche, c'est lui qui prend les décisions. Nous sommes à ses côtés, des fois on peut donner des propositions, lui il analyse et puis il peut encore le faire. Donc d'autres fois, ce n'est pas la première fois qu'il fasse cela. Et vous savez que ce qu'il a fait, c'est un exemple qu'il est en train d'enseigner à d'autres opérateurs économiques de Centrafrique. Si tu en as un peu, il faut aussi céder une partie à tes frères. Hein? Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il a eu à faire ça. C'est un plus pour le peuple centrafricain. À en croire le médecin-chef du district, le suivi et la prise de conscience professionnelle du personnel soignant préserveront ce joyeux édifice qui représente pour les habitants de Kongbo un centre d'hospitalisation moderne. On était très contents, très satisfaits de ce bâtiment qu'a réalisé le ministère de la Santé et de la Population à travers le partenaire Dauphin Royal et les bailleurs. En amont de la réalisation de ce bâtiment, une étude avait été faite et l'étude a respecté les documents des normes du pays. Dans ce bâtiment, tout est là, allant du bureau du médecin jusqu'à la salle d'accouchement et toutes les conditions. La salle de réunion, le CPN, salle de suite de couches, etc., etc. Ce bâtiment répond bel et bien aux normes d'une maternité selon notre pays. Le suivi est réparti à différents niveaux. Surtout qu'à Kongbo, c'est un niveau communal. Donc le maire déjà de la ville est associé à la gestion du COGES. Le responsable de FOSA et son équipe travaillent dans ce sens-là. Le district aussi, dans des séries de supervision, s'associe aux responsables de FOSA, son équipe et au COGES pour assurer le suivi régulier de la formation sanitaire. Alors, de tout ce qui précède, ce centre peut désormais prendre en compte tous les problèmes sanitaires avec comme référence le centre d'Alindao de Bombari et autres. En prélude à la célébration le 27 septembre de chaque année de la Journée mondiale du tourisme en sigle JMT, la ministre en charge des arts, de la culture et du tourisme, Ngola Ramadan Mamata, a fait une déclaration irrélative. Suivez une partie de son intervention. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres de l'ONU Tourisme, célèbre le 27 septembre de chaque année la Journée mondiale du tourisme dite JMT. Célébrée depuis 1980, la Journée mondiale du tourisme est l'occasion de mettre en relief l'importance du tourisme dans le développement socio-économique de chaque pays. Pour cette année, le thème retenu s'intitule « Tourisme et transformation durable ». Dans un contexte où la température devient de plus en plus chaude et où la préservation des patrimoines nationaux au profit des générations futures devient un enjeu de plus en plus prégnant, le secteur tourisme, à travers ses différents segments, se doit de s'adapter dans une perspective de durabilité. Le tourisme se doit d'amorcer sa transformation durable en préservant les patrimoines, c'est-à-dire les écosystèmes, les sites historiques, culturels ou cultuels, contre les pressions qui peuvent résulter des arrivées massives et non maîtrisées des visiteurs. Tel est le sens afin d'appeler l'attention de toutes les parties prenantes sur la nécessité de construire pour les années à venir un modèle touristique qui préserve non seulement l'environnement, mais également les patrimoines. Passons maintenant à la page magazine de cette édition. En page magazine, vous allez d'abord suivre l'entretien de Majorine Gongon avec M. Apollinaire Dassa, expert consultant en tourisme et hôtellerie. Son entretien avec Majorine Gongon porte sur la deuxième édition de la course des garçons du café prévue pour le 6 octobre 2025 à Bangui. Et par la suite, vous allez suivre
en édition spéciale, vous allez donc suivre en édition spéciale la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloua, déclaration relative à la demande du dialogue introduite par le bloc républicain pour la défense de la Constitution, sigle BRDC, auprès du gouvernement. Quant à moi, je vous remercie tous pour votre aimable attention, mais surtout, portez-vous bien et à demain. Alors, l'invité du journal de ce jeudi 25 septembre 2025 est M. Apollinaire Dassa, expert consultant en tourisme et hôtellerie. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, veuillez vous présenter. Je suis Apollinaire Dassa, je suis expert consultant en tourisme et hôtellerie. Alors, vous venez d'organiser la première édition de la course des garçons de café à peine quelques mois. Pourquoi encore sitôt la deuxième édition? Très belle question, madame. Vous savez, quand vous parlez d'un concept, beaucoup de gens ne comprennent pas le concept. Mais quand le concept est réalisé, c'est à peine que les gens comprennent. Vous savez, nous venons, comme vous venez de dire, il y a quelques mois d'organiser la première édition et aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition justement parce que ceux qui n'avaient pas compris ce concept au départ ont finalement, quand ils ont vu la première édition plutôt se dérouler, ont compris que c'était une très bonne chose qu'on a menée en République centrafricaine et aujourd'hui c'est ceux-là qui s'investissent. Pourquoi c'est ceux-là parler de qui? En principe certains partenaires. Des partenaires, en l'occurrence, vous savez, je vais dire, la jeunesse, c'est que la course des garçons de café, en réalité, c'est une vieille tradition française qui a commencé au début du XXe siècle. Et la première édition, les Français, en réalité, n'étaient pas présents. Aujourd'hui, c'est eux qui m'ont appelé qu'il fallait qu'on relance la deuxième édition et qu'ils soient présents pour voir comment est-ce que ça devrait se passer. C'est exactement ça. Alors, qui dit organisation, dit toujours financement. Alors, vous avez des sponsors, si oui, lesquels? Oui, nous avons eu assez de sponsors cette fois-ci, contrairement à la deuxième édition. Et même, je tiens à rappeler une chose. Nous organisons cette deuxième édition en moins d'un mois. Parce que la première édition, nous avons pris 6 mois pour l'organiser, mais les gens ne nous comprenaient pas comme je disais tantôt. En moins d'un mois que nous avons lancé la deuxième édition, sous l'appui de l'ambassade de France, beaucoup de partenaires sont en train de nous suivre. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aujourd'hui que c'est une aubaine. C'est quelque chose de formidable parce que aujourd'hui, c'est les partenaires qui viennent, qui courent après nous. Or, à la première édition, c'est nous qui courions derrière les partenaires qui, en réalité, ne nous comprenaient pas. C'est pour dire que la première édition a porté fruit. La première édition a porté fruit. Si ça n'avait pas porté fruit, madame, aujourd'hui, on ne serait pas en train d'organiser la deuxième édition en quelques mois. Ça a vraiment porté fruit parce que rien que la visualité. Vous savez, la visualité, c'est quelque chose de très, très important. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas parti à la première édition et que vous vous rendez compte que vous pouvez être vu, que votre entreprise, tous ces partenaires qui viennent après nous aujourd'hui, doivent brander. Dans tous les cas, ils ont compris que c'est quelque chose de formidable que nous avons apporté en République centrafricaine. C'est un peu comme ça que je pense voir la chose. Et nous sommes à pied d'œuvre et nous attendons que le 5 octobre, parce que cette deuxième édition commence par le 5 octobre. Le départ, c'est à l'Alliance française et l'arrivée, le départ, c'est à l'Alliance française et l'arrivée, c'est au PK0. Alors, quels sont les critères pour s'inscrire à cette course? Non, les critères pour s'inscrire, il faut être déjà employé dans des hôtels, restaurants, bars de la place. Parce qu'en réalité, cette course, c'est pour les travailleurs, les jeunes filles et les jeunes garçons qui travaillent dans des hôtels. C'est pour leur amener à apprendre à tenir les plateaux. Puisque le service, nous avons constaté que le service, c'est pas ça. Parce que le service qu'on rencontre dans des hôtels, comme en Côte d'Ivoire, l'hôtel Ivoire à Abidjan, au Crillon en France, au Yaoundé Hilton, qu'on rencontre le même service dans les hôtels de la place. Donc ça doit être universel, quoi. Non, le service doit être universel. C'est justement pourquoi nous voulons commencer par apprendre les enfants à tenir les plateaux dans des hôtels, dans des restaurants, dans des bars, les snacks qui consomment. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, madame, je dirais,
qu'il faut préserver les acquis. Préserver les acquis, c'est-à-dire institutionnaliser cet événement. Et j'attire l'attention, ou bien je demanderai au ministère de tutelle, c'est-à-dire au ministère des Arts, de la Culture, des Arts, de la Culture, du Tourisme, de nous aider à institutionnaliser cet événement, parce que c'est un événement qui, pour nous, c'est, comme je disais, c'est le service qui prime. Parce que tant que les hôtesses, les hôtesses ou les servants dans les restaurants, dans les bars, ne peuvent pas comprendre qu'il faut apprendre à tenir un plateau, ce sera très difficile. Et je dirais encore que pour cela, deux ça éditions, nécessite une formation. Oui, 2 éditions, en réalité, ne suffisent pas pour apprendre les apprenants ou bien les concurrents à tenir les plateaux, mais ils suffisent quand même pour conscientiser les promoteurs à comprendre qu'il faut mettre en exergue le service de la formation dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cafés. Parce que la formation dans tous les secteurs est primordiale, vraiment primordiale. C'est un peu ce que je voudrais dire pour le mot de fin. Et je dois remercier déjà nos partenaires actuels qui sont en train de s'y mettre pour que cette 2e édition ait un éclat, ou bien un succès éclatant. Et je dois remercier déjà son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui nous donne toujours le privilège de passer aux antennes pour parler des événements pareils, et tous les partenaires qui sont en train de s'inscrire pour pouvoir participer. Et je demanderai aussi aux hôtels d'inscrire davantage les concurrents pour que le 5 octobre, ce soit un succès éclatant par rapport à cet événement. Alors, c'est la fin de cet entretien avec M. Dassa Apollinaire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci.